Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième journée de la 36e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, qui a été créé donc il y a 35 ans par François Gard, un de nos invités du jour. Le but de cette table ronde, c'est de mettre en valeur les auteurs de l'année qui ont écrit des romans dont le décor se trouve être la montagne et qui tous expriment un besoin d'ailleurs. Alors, nous avons invité des auteurs qui sont aussi des lauréats de prix prestigieux. Alors, nous avons d'abord Bénédicte Bellepoix, qui fait entrer Passy dans la collection blanche de Gallimard et qui a été lauréate du prix Marcel Aimé il y a quelques années. Cécile Rebose, qui a publié un livre sur Face à la pente, qui a été couronné par le prix Paysage écrit décerné par la FACIM, la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne. Nous avons Patrice Guin, qui signe un roman chez Albin Michel, Seules les rivières, et Patrice a été lauréat du prix des Pollard. François Gard, je l'ai dit, qui est le fondateur du salon, qui, lui, a publié un certain nombre d'ouvrages qui nous emmènent très loin à travers le monde. Sa dernière production étant le Dictionnaire insolite des pôles, publié aux éditions Cosmopole, et il a été, je le rappelle, lauréat du prix Goncourt du premier roman. Et Gérard Guerrier, c'est une biographie de Cook, non pas le Cook des Wagondis, mais le Cook, l'explorateur des pôles. Et Gérard Guerrier est lui lauréat de l'Académie française, comme il a été également François Gard. Donc voilà, ce sont des écrivains de talent que nous avons aujourd'hui. Et je voudrais tout de suite demander à Bénédicte Bellepoix pourquoi elle a trouvé en Passy, en cette ville de Passy, en son petit lac, en son Super U, les sources d'une inspiration profonde pour son roman formidable qui s'appelle Mordant et qui est un roman qui écrit très bien les différents paysages qu'elle traverse. Alors déjà, c'est très compliqué pour moi de commencer. Je me dis que j'ai pas eu de chance en fait parce que je m'appelle Bellepoix, donc déjà en maths, au cours de maths, c'était toujours moi qui étais interrogée la première. Donc voilà, alors oui, j'ai passé mon enfance en Algérie, donc on était à Alger, au bord de la mer, et quand on rentrait en vacances en France, on allait à la montagne. Mes parents avaient un fantasme comme ça de montagne pour qu'on prenne du poids, qu'on respire le bon air. Et ils louaient un petit chalet au-dessus de Salanches. Alors, je me rappelle du nom du chalet, il s'appelait Le Bidou, mais je ne me rappelle plus exactement où il était. Et souvent, il était assez, quand même un peu sur les hauteurs, et on descendait en ville à Salanches pour faire des courses. Et notamment, mon papa m'avait acheté mon premier vélo sur la place centrale un beau vélo rose de Peugeot. Donc j'ai toujours eu une espèce de... Comment dire, c'est un lieu un peu mythique pour moi. Et puis, le hasard de la vie a fait que ma fille est venue s'installer ici, et qu'elle y est depuis 3 ans. Elle est là-bas. Et du coup, je suis revenue à Salanches. Et chaque fois que je reviens à Salanches, j'ai l'impression que je prends 40 ans au moins. Et ça fait du bien, je vous le dis. Donc voilà, c'est vraiment une ville qui me touche particulièrement. Une ville qui te touche, qui est face au Mont Blanc, donc effectivement, c'est une source d'inspiration évidente. Cécile Rebose, Face à la pente, c'est une volonté de fuir Paris pour retrouver la paix de la moyenne montagne ou de la montagne vache. Alors, fuir Paris, j'ai voulu en tout cas évoquer ce moment de vie qui arrive entre 45 et 60 ans, selon les profils. Et ce virage, appelez-le comme vous voulez, retraite, changement de vie, nouvel élan, comme on veut. Et j'ai imaginé l'histoire de la dérive d'une fille qui découvre la montagne. Alors que moi, je ne la découvre pas. Rebose, je ne peux pas me planquer, ça sonne quand même pas très loin d'ici. Le berceau familial est en Isère, sur le massif de Beldon. Donc moi, je l'ai toujours vue, cette montagne, qui est par là-bas, j'ai le droit de le dire, moi, puisque je viens de là-bas, beaucoup moins spectaculaire et impressionnante et somptueuse que beaucoup de choses qu'on voit par ici. Et j'ai voulu d'une part rendre hommage au paysage justement moins extraordinaire, mais qui mérite d'être regardé. Et j'ai essayé, et je crois que c'est un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait, c'est d'écrire un paysage. Une tannée à peindre, pour un peintre, ça ne doit pas être simple, mais écrire un paysage en plus qu'on croit connaître, s'apercevoir qu'en fait on ne sait pas bien le regarder, on ne sait pas quel mot poser dessus,
c'est difficile, c'est un exercice intéressant. J'ai voulu imaginer que j'avais jamais vu cette montagne. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait justement quand on découvre ou qu'on redécouvre un paysage qu'on a souvenu et est-ce qu'on est sûr de l'avoir bien regardé. Et j'ai imaginé une personne qui arrive en montagne en disant jamais mis les pieds en montagne, qui s'en fout un peu, qui est d'ailleurs pas tout à fait séduite au départ, et qui finit par apprendre à aimer un paysage et même à le défendre ensuite par rapport à une sorte de tic que je déplore qui est le projet urbanistique ou le projet de village, le projet d'aménagement, qui est un peu un tic de certaines municipalités. Elle va se retrouver à défendre le rien, le vide. C'est pas très populaire qu'opposition, essayez, vous verrez. Et pour défendre une forme d'ouverture sur un paysage un peu calme et vide, appelez ça comme vous voulez, il y a des termes beaucoup plus à la mode, décroissance, comme vous voulez, je m'en tiens au vide et au rien qui sont suffisamment reposants. Voilà, en tout cas, c'est le roman de paysage facile à observer, et en tout cas très bien écrit. Et c'est aussi un livre qui décrit des âmes simples, alors que Patrick Quin, lui, est plutôt l'auteur des âmes cabossées par la vie, mais est toujours dans des univers un peu furieux. Écoutez, mon roman raconte l'histoire de Jess. Jess est née dans une cité du nord de la France. Elle subit des violences. Elle est dans une famille, elle vit dans une famille monoparentale défaillante. Donc elle fuit, elle est amenée à fuir cette famille. Elle ne connaît que cette cité. Elle a 16 ans. Elle n'a aucun endroit où aller. Elle n'a pas d'amis chez qui elle pourrait se réfugier. Donc elle marche, elle erre sur le bord de l'autoroute pendant un temps, et puis de rencontres, de successions de stop, disons-le comme ça, mais ça ne fait pas vraiment du stop, mais enfin, elle atterrit en Ardèche. Et puis on suit l'errance de cette jeune femme. On suit son errance entre l'Ardèche, entre les Alpes du Sud. Elle découvre un univers qu'elle ne soupçonnait pas. Elle y cherche une forme de réconfort. Alors comme souvent, avec les hommes comme avec la nature, c'est tantôt bien et tantôt moins bien. Et on suit cette errance. On la suit jusqu'à ce qu'elle soit devenue une femme adulte. Et voilà, bon, c'est l'histoire de Jess qui trouve un réconfort dans l'errance et dans le flot des rivières. C'est un roman très violent dans la description des personnages et de leur personnalité, et c'est ce qui fait justement l'intérêt de ce roman, qui est un roman d'atmosphère très réussi. L'atmosphère, on le retrouve aussi dans le voyage que nous fait partager Gérard Guernier. Alors un voyage non pas en wagon-lit, mais sur des bateaux qui vont explorer les pôles avec l'énigmatique Dr Cook. Là encore, c'est un besoin d'ailleurs qui nous met sur les traces d'un explorateur peu connu, mais qui a eu une vie très aventureuse. Oui, donc là, c'est une biographie. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une biographie. J'ai écrit des récits, des essais, des romans. Mais une biographie, c'est encore un autre exercice, parce qu'on a à la fois un travail d'historien, et on est toujours à la limite du roman, parce que il faut remplir les vides, les blancs. Et ce personnage, Frédéric Albert Cook, a tout d'un personnage de roman, sauf qu'il a réellement existé. Donc il s'appelait Frédéric Albert Cook. Et ce qui m'a intéressé dans cette biographie, c'est justement la relation entre le paysage, son environnement physique et naturel, et le façonnement, je ne sais pas si c'est français, la construction du personnage de Frédéric Albert Cook. Donc sa vie commence dans les montagnes du Catskills, c'est au nord de New York. Ça ressemble un peu à nos Ardennes. C'est une enfance relativement heureuse. Et puis après, il y a l'enfer. L'enfer, c'est Brooklyn à la fin du 19e siècle. En fait, c'est une usine en construction avec des immigrants qui sont en situation de quasi-esclavage. Et puis il s'échappe
en rejoignant une expédition qui part pour le nord du Groenland. Là, c'est encore une autre façon de voir les paysages. Suivi par le premier hivernage en Antarctique en compagnie de Roald Amundsen. Et puis ensuite par l'Alaska avec peut-être la première ascension du mont McKinley, peut-être, on est sûr de rien, pour se finir en apothéose, enfin pas tout à fait en apothéose d'ailleurs, par une soi-disant conquête du pôle Nord. Donc vous voyez, à chaque fois, on a des environnements, des paysages différents, et Frédéric Albert Cook va se construire face à ça. Et ça finit en prison, au pénitencier fédéral de Leavenworth, où notre ami Frédéric Albert Cook purge une peine de prison de 14 ans. Donc vous voyez, son caractère a été mis à dure épreuve. François Garde nous a souvent donné rendez-vous à l'autre extrémité de la planète, notamment en Antarctique. Là, cette année, il publie le dictionnaire insolite des poules. Pourquoi ce besoin d'ailleurs et d'explorer ces terres inconnues? Parce que j'ai eu le privilège d'aller traîner mes guêtres aux confins de la planète, au nord et au sud. Il y a un mois tout pile, j'étais à l'extrémité nord du Groenland. Il faisait 3 degrés, il pleuvait alors qu'il aurait dû faire 0 et neiger. Voilà. Donc depuis 30 ans, au sud, j'étais en Terre Adélie, j'étais en péninsule, j'étais à Kerguelen, je suis allé à la base franco-italienne de Concordia qui est à 3200 mètres d'altitude, presque au centre du continent blanc. Au nord, je connais le nord du Canada, l'Islande, le Groenland. Je connais évidemment pas tout. Tant s'en faut, je suis pas un explorateur, je prends pas de risques, j'ai encore mes 10 doigts et mes 10 orteils. Même s'il m'est arrivé de faire des expéditions sous la tente, etc. Mais je suis pas un aventurier. Je suis pas très courageux. D'ailleurs, je suis fonctionnaire. Donc. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de vous emmener avec moi dans ces environnements relativement extrêmes. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. J'ai écrit effectivement des nouvelles, des récits de voyage. Et là, j'ai opté pour la forme du dictionnaire, parce que c'est un jeu, le dictionnaire. Selon comment il y a le hasard de l'alphabet qui fait que les entrées se suivent et s'entrechoquent comme des plaques de banquise. En permanence, on va du nord au sud et du sud au nord, même si j'ai mis une entrée d'équateur pour mettre la balle au centre. Et puis, on peut s'amuser à choisir des sujets qui traitent d'environnement, des animaux, de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique, et puis des trucs un peu plus fantaisistes. Hein. Il y a une entrée valise. Pour vous déconseiller de prendre une valise, de prendre des sacs quand on va là-bas. Quand vous voyez un type avec une valise dans les régions polaires, c'est que c'est vraiment un blaireau. Enfin voilà, donc il y a plein de petites manières de raconter. Donc plutôt qu'un récit qui a sa cohérence, mais aussi une structure très, très forte, ou un roman également, le dictionnaire permet d'être dans une forme de vagabondage. Et la plupart des gens vont le lire du début jusqu'à la fin. On peut aussi picorer au hasard. Dans tous les cas, il y a une présentation qui est aléatoire des sujets. Et donc, c'est une manière de faire partager tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai expérimenté en 30 ans de pratique des régions polaires. Merci. Si on rappelle l'un des précédents livres de François Garde, Marcher à Kerguelen, on s'aperçoit que le point commun entre vous tous, c'est que vous mettez en scène des personnages qui sont en quête d'ailleurs, avec finalement des destins qui sont contrastés, avec des destins qui sont cruels, comme chez Patricien, des destins qui sont beaucoup plus sensibles, comme chez Bénédicte Belcois, ou qui sont plus mystérieux, peut-être, comme chez Cécile Repose. Alors, quel est le thème que vous choisissez pour justement traiter la destinée de ces personnages, qui sont tous finalement en fuite de quelque part? Votre personnage qui va se réfugier dans une petite station, dans un petit village de l'Isère, elle essaie
de se déshabituer de son portable et de vivre d'une façon plus calme, peut-être. Et de s'habituer au bruit des cloches, qui l'empêche de dormir les premières nuits et qui ensuite la berce. Ouais, c'est moins une fuite que... Je remarque quand même beaucoup autour de moi qu'à un moment donné de la vie, on se demande où se mettre, où se coller, où atterrir. Pour certains, c'est tout décidé pour des raisons familiales, d'implantation. Et alors, ça n'a rien à voir avec le budget, hein, qu'on ait de l'argent ou pas du tout. Moi, j'ai observé des gens qui avaient assez d'argent pour décider de se poser n'importe où. Je crois que c'est même pire. Ils arrivent encore moins à décider où s'installer. Est-ce qu'on doit laisser le hasard parler? Est-ce qu'on doit suivre un fil de vie? Certains veulent rompre justement des amarres et trouver un nouvel endroit où s'installer. Et on ne décide pas finalement de où on s'installe. C'est quand même souvent un paysage qui n'est peut-être pas toujours idéal qui vous retient. Les plans, je vais aller vivre là pour ma retraite, je vais m'installer, ça va bien se passer. En général, ça tourne mal. Et l'implantation ne se fait pas, ne se décide pas comme ça. Donc c'est moins une fuite qu'une quête d'un endroit où on se sent ancré, les deux pieds bien à plat. Et parfois, on se sent bien dans les endroits qu'on n'avait pas du tout imaginés pour soi. On a projeté la mer et c'est la montagne, ou vice-versa. On a projeté le nord et c'est le sud. Et on ne peut pas toujours savoir à l'avance pour quel paysage on est fait. Et c'est un petit peu ça la quête de mon héroïne. Elle se laisse séduire, et même par les désavantages et ce qui est moins beau à l'endroit où elle est, et elle décide d'apprendre à regarder. Alors moi j'ai voulu aussi vraiment faire un texte sur ça, sur apprendre à regarder un paysage comme on apprend à cultiver un jardin, apprendre à regarder à toute heure, apprendre à apprivoiser des saisons, le mauvais temps, en dehors des cartes postales et des clichés. Apprivoiser les paysages et écouter leur silence, c'est aussi ce que recherchent les personnages de Bénédicte Bellecroix. Je crois qu'eux aussi sont surtout en recherche moi j'appelle ça le lieu ultime, c'est-à-dire l'endroit où on pense qu'on va finir sa vie. Moi je suis une grande déracinée, j'ai plein de destinations différentes dans ma vie, pas toujours choisies parce que souvent on cherche ses parents, mais je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps que justement, je n'avais pas ce lieu ultime. Et c'est à cause de mes filles. On discutait comme ça, j'étais allée à un enterrement et je disais, mais je trouvais que les textes étaient souvent assez pauvres quand même. Et j'avais dit à mes filles, bah, je vous ferai le texte comme ça, vous serez tranquille. Et elles me disaient, oui, d'accord, mais tu veux aller où en fait? Et je me suis aperçue que je ne savais pas. J'ai malheureusement un époux qui est encore plus déraciné que moi. Donc quand je lui ai dit, tu voudrais aller où? Toi, il m'a dit, bah, avec toi, ce qui ne m'arrangeait pas trop. Mais je pense qu'on est tous nos personnages et nous, on porte des paysages en nous et on cherche tous ce lieu où on pourrait être définitivement heureux. C'est souvent un mythe, mais voilà, ça m'intéressait Et souvent les gens qui sont en difficulté, moi j'ai vécu beaucoup dans ma profession parce que d'origine je suis sage-femme, mais je travaillais en protection maternelle et infantile, donc des gens qui sont quand même très abîmés, et ils ont l'impression comme ça que s'ils changent de lieu, ils vont changer de vie. Alors ils vont dans des endroits qui leur ont plu quand ils étaient petits, et des fois ça marche un peu, mais souvent au bout des mots on vous rattrape, et effectivement après ils s'aperçoivent que c'est pas leur lieu ultime. Mais c'est vrai que cette thématique du lieu est très importante pour nos personnages, je pense. Refaire une vie, ça commence par retrouver un autre endroit où on n'a pas de souvenirs, où on arrive avec une grande virginité. Retrouver un endroit qui peut apaiser quand on vit dans un monde violent, c'est ce que vit l'héroïne de Patricien, qui à un certain moment éprouve un besoin de rivière pour laisser filer son esprit et retrouver un peu de paix, écouter le silence et peut-être essayer de survivre. Oui, elle a une quête qui est similaire à tout ce qui vient d'être dit. À la différence qu'elle ne cherche pas le lieu, elle n'en espère pas. Elle avance parce que s'arrêter ne donne rien, ne sert à rien. Elle a l'impression que dans le mouvement,
la vie lui sera moins pénible. Elle espère toujours des choses plus douces. Elle retrouvera sur son parcours. Mais ceci dit, depuis mon premier roman, j'en ai écrit 9 à ce jour, le paysage est toujours une partie, une composante importante de mes textes. Mes protagonistes, mes personnages sont soumis à... En tout cas, je les fais évoluer sur des territoires différents. Mon prochain roman à sortir est situé en Ukraine. J'y évoque la déportation d'enfants ukrainiens sur le territoire russe. Mais il n'empêche que le paysage reste toujours une composante essentielle, quel qu'il soit. Et il phagocyte la vie de ses protagonistes. Donc ça rejoint ce que disait ma voisine, c'est que les territoires, on a sans doute, en tout cas en ce qui concerne son texte, il y a une quête de territoire pour y être heureux, mais la finalité de ce qu'elle disait, c'est qu'on ne choisit pas le lieu, c'est le lieu qui nous choisit. Bon, voilà, j'imagine qu'il peut y avoir quelque chose d'exact dans cette définition. La quête de territoire est aussi un sujet de conflit. Hein. C'est ce qui arrive à Cook, à Frédéric Cook, qui, en voulant atteindre le pôle Nord, se retrouve au sein d'une confrontation difficile avec l'un de ses mentors. Oui, certes. Mais Cook, c'est bien plus que... Parce qu'effectivement, historiquement, on connaît Cook parce qu'il s'est opposé à Robert Edwin Perry, Rear Admiral de la US Navy, qui lui a prétendu aussi avoir conquis le pôle Nord. Et donc, c'est comme ça qu'on a reconnu son nom. Mais je voulais faire écho à ce que vous racontiez. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Seigneur des Écrins, qui se déroule entièrement à la Bérarde, en hiver, et qui est inspiré par deux personnages qui ont réellement existé. Un qui s'appelait Rémy Turc, un vieux guide atrabilaire qui passait toute sa vie là-dedans, et l'autre, c'est Sylvain Tesson. Et à un moment, je me rappelle un dialogue, il y a Sylvain Tesson qui dit « Mais tu sais, moi, quand je suis à Venise, je rêve de Sibérie, et que je suis en Sibérie, je rêve de Venise. » Et Rémy Turc, dans mon roman, il s'appelle Lulu, lui répond « Tu sais, moi, je n'ai jamais cessé de rêver d'ailleurs. En fait, j'appartiens à la Bérarde. Et mon seul objectif, c'est d'être enterré à côté de mon père. » C'est une autre sagesse, c'est une autre façon de vivre les paysages. Alors après Sylvain Tesson ou Rémy Turc. Juste dire mon émotion d'entendre parler de la Bérarde, qui a subi ce qu'on sait et qui n'existe plus en tant que telle, et que j'ai découvert juste avant le drame, parce que ma grand-tante adorait aller y marcher, et qui était déjà un demi-lieu, parce qu'il n'était pas accessible toute l'année. Oui, d'ailleurs, Rémy Turc était le seul habitant à l'année de la Bérarde, puisque pendant l'hiver, la route était fermée pour cause d'avalanche. Un livre vient de paraître là, ces temps-ci, aux éditions Les Étages, pour justement apporter le témoignage d'une famille qui a vu son chalet englouti lors de cette catastrophe. En tout cas, on peut habiter à la montagne et rêver de la mer. C'est ce que l'on retrouve dans les livres de François Garde, qui, lui, a un besoin d'ailleurs et un besoin de mer, j'ai l'impression. J'ai été invité dans un événement littéraire, donc je tairai le lieu, vous comprendrez pourquoi quand j'aurai terminé mon anecdote, et le truc habituel. Et j'ai une question d'un charmant monsieur qui me dit « C'est marrant, vos deux romans, à l'époque j'avais écrit Ce Guéret Sauvage Blanc et Pour Trois Couronnes, vos deux romans, le héros est un matelot. Pourquoi ?» Alors évidemment, tout de suite, une espèce de grand blanc s'empare de votre cerveau, faut trouver un truc à dire. J'avais pas fait attention, et c'est un peu plus qu'une coïncidence probablement, c'est ma manière de répondre à la question de Michel.
Et j'improvise, je dis parce que moi, matelot, ça me fait démarrer l'imaginaire, etc., etc. C'est un métier que je ne connais pas du tout, mais qui, par le simple mot, fait rêver. C'est plus fécond et intéressant que je cherche vite un métier qui soit absolument pas rêvé, que podologue. Sorti comme ça. Et la salle explose de rire. Bon, je pensais pas que... Voilà, c'est une petite blague, mais pas à cette intensité-là. Je vous la fais courte, cocktail après, et là, l'adjoint chargé de la culture vient me voir en disant, quand même, vous avez un peu exagéré. Je dis, mais quoi? Ben, vous ne le savez pas? Mais quoi? Ben, le maire est podologue. C'est pour ça que les gens riaient. Donc, se méfier des podologues. Voilà, mais c'est vrai que moi, alors moi, je suis moitié savoyard, moitié provençal. J'habite à Passy depuis assez longtemps. Donc moi, je suis ancré, pour le coup, même s'il m'est arrivé d'écrire que je voudrais que mes stands soient répartis moitié à Kerguelen, moitié en Nouvelle-Calédonie. En fait, je m'en fous, vous me mettrez où vous voulez, c'est un non-sujet. Mais je suis ancré, je sais où j'habite. Et c'est pour ça que le voyage est un plus, un horizon et un facteur de rêve très, très important. Et oui, la mer et les bateaux, parce que le voyage en avion est un leurre. Enfin, vous partez d'un aéroport climatisé avec des boutiques de luxe, vous arrivez 2, 5, 15 heures après dans un autre aéroport avec les mêmes boutiques. Et donc, c'est un transfert instantané du point A au point B qui peut être à l'autre bout du monde, alors que le voyage en bateau, les choses prennent leur temps. S'il faut bouger sa montre, on la bouge une fois tous les 3 jours. Enfin voilà, on voit les choses se faire, on voit les paysages et la météo évoluer. On est beaucoup plus au rythme de la planète. Je voulais également rebondir sur ce qui a été dit sur l'écriture du paysage. Parce que de la mer, on peut décrire la mer ou la banquise, on peut aussi tourner de l'autre côté, regarder la côte vue de mer, aller randonner à l'intérieur. Moi, dans mon expérience, c'est pas du tout une vérité révélée ou une leçon que je donne. L'écriture du paysage, elle n'est jamais objective. Par là, je ne peux pas décrire un paysage en disant voilà, je vois une montagne, des chalets, une forêt, etc. L'écriture du paysage, elle passe toujours par le regard d'un personnage et elle participe de la construction du personnage. Dit autrement, le paysage qu'on voit par la fenêtre, si je fais une pause, enfin s'il est dans le récit vu par tel personnage, je n'emploierai pas du tout les mêmes mots ou les mêmes... je ne serais pas attiré par les mêmes détails que s'il est vu par un personnage du sexe opposé, qui a 20 ans de moins, ou que sais-je. Donc la différence avec le peintre, c'est que le peintre, lui, il va vous proposer sa lecture du paysage à travers le tableau qu'il va réaliser. Mais on sait avec Monet qu'on peut peindre 20 fois le même paysage en ayant 20 tableaux totalement différents. Dans la narration, le paysage, c'est pas simplement un élément de décor. Je raconte l'histoire, je m'arrête et je vous passe une diapo pour vous dire dans quel décor ça se passe. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, ou si ça fonctionne comme ça, c'est que le roman a été écrit par une intelligence artificielle. Il faut que le paysage, dans les éléments qui sont donnés dans le texte, participe de l'intrigue, ajoute de la tension, ajoute de la contradiction, fasse quelque chose. Donc moi, très souvent d'ailleurs, mes paysages sont totalement imaginaires. Je les décris au fil du texte parce que j'en ai besoin. Alors après on me dit ah ben j'ai bien reconnu c'est Valorcine, ah ben j'ai bien reconnu c'est les Contamines, j'ai bien reconnu c'est Weldon. Et moi je dis oui à tout le monde parce que tout le monde a raison. Le paysage il se construit dans le regard, c'est pas une donnée dans un texte, c'est pas une donnée extérieure qui est posée là comme une diapositive. C'est un élément de la narration où chaque mot compte dans la description du paysage, avec la même importance que chaque mot compte dans un dialogue. Il n'y a pas le dialogue qui est intéressant, et ensuite le paysage qui est là pour remplir la copie. Si c'est ça, c'est que le roman est raté. Oui, le paysage est une émotion qui doit être transmise au lecteur, et il y a une fusion qui doit se faire entre le personnage, ce qu'il ressent, et l'endroit où il vit.
Pour ceux qui se souviennent ou qui ont lu La montagne magique de Thomas Mann ou Paul Gaden, que je suis en train de lire, c'est marrant, c'est un autre genre de Thomas Mann. C'est l'histoire d'entrer ou d'appartenir au paysage, d'accepter qu'on projette une humeur, évidemment. Comme dit François Gare, on projette un instant donné, une émotion, une humeur, une capacité dans l'instant à avoir envie de le regarder ou pas, parce qu'on n'a pas toujours envie, on est absorbé par soi-même, et le paysage reste un décor extérieur où on accepte... Mais ça ne marche pas non plus sur commande, hein. On peut être là justement en vacances et dire « Ah, je vais regarder, regarde », et puis on ne voit pas grand-chose. Enfin, moi, j'en finis pas de découvrir à quel point on ne commande pas à notre cerveau ça m'intéresse beaucoup ça, de regarder. On regarde sans voir. On ne retient pas, par exemple. On retient un paysage et on le retient de façon tronquée. Vous pouvez être émerveillé par un paysage et puis vous fermez les yeux et puis vous les réouvrez une minute après en essayant de vous le restituer et ça n'est effectivement qu'un pan, ça ne sera que quelques mots qui viendront, ça sera qu'une impression, et le lendemain matin, ou quelques heures plus tard, ça aura complètement changé. Bon, moi particulièrement, je suis particulièrement paumée en plus dans les perspectives, j'aurais été un piètre dessinateur, le même bloc de montagne, je pense à la Chartreuse que je vois tous les jours en face de moi, je suis capable de ne pas la reconnaître quasiment d'un jour sur l'autre, c'est génial. Je redécouvre tout chaque jour. Ou il suffit que j'arrive par telle autoroute ou par tel endroit et je mets un moment avant de me dire oui, c'est le même bloc de montagne mais vu d'un autre endroit. Vachement bien d'avoir un cerveau mal organisé parce que ça réserve des surprises permanentes. Donc oui, écrire le paysage, quand je disais que ça avait été très difficile, c'est essayer justement de ne pas faire de la diapositive descriptive, que ce soit pas que géologique, que ce soit pas que non plus de l'émotion. C'est quand même en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup plu, mais ça a été un vrai exercice et j'étais jamais vraiment contente du résultat et je trouve que il n'y a pas de méthode parfaite, mais c'est une exploration aussi vaste que d'écrire une psychologie humaine. Oui, dans les livres de Bénédicte Delpois, ces personnages vagabondent d'une région à l'autre au gré de leurs humeurs, et à chaque étape, ils apprivoisent le paysage pour leur appartenir, et ils passent d'un paysage impressionnant à un paysage plutôt idéal pour finir dans un paysage dans lequel ils peuvent trouver une certaine forme d'empathie. Et le paysage, donc, influe sur le comportement des personnages, ou l'inverse. Alors pour moi, les paysages, c'est des personnages à part entière. Le livre ne pourrait pas se passer ailleurs. Par contre, mes personnages, c'est pas des montagnards, par exemple. Donc ils vont avoir, par exemple, un amour inconsidéré pour le Mont Blanc. Parce que moi, je dis souvent, le Mont Blanc, c'est la montagne de ceux qui ne connaissent rien. L'avantage, c'est qu'on le reconnaît quand même facilement, de partout, quasiment. Je ne l'ai pas vu du côté italien, mais là, vraiment, quand vous arrivez, moi, je ne suis pas une montagnarde, hein, encore une fois. Voilà, il est plus grand, il est plus beau, il est plus blanc, c'est lui, quoi. Et du coup, ça donne un sentiment de, je sais pas, pas d'appartenance, parce que je trouve que les gens qui habitent ici, mes voisins, par exemple, ou ceux qui sont très ancrés, ils font partie de la montagne, eux. Ils vont la décrire d'une façon qui va être différente certainement de la mienne. Moi, j'ai une grande naïveté, parce que je suis attirée par ce qui attire tout le monde. En fait, c'est un peu le problème, par le rose du Mont Blanc le soir, enfin, des choses comme ça qui me touchent beaucoup. Pour ça aussi, le lac de Passy, qui est effectivement, peut-être par rapport au lac des Goulettes, je ne sais pas, beaucoup moins joli, mais moi, il me touche énormément. Il n'a jamais la même couleur, il y a toujours du vent, il me semble. Donc voilà, les personnages, les paysages pour moi sont des personnages, et je me suis aperçue par contre que je ne pouvais écrire que sur des endroits que j'aimais.
C'est-à-dire que et d'ailleurs, mes personnages aussi, je les aime beaucoup. Je ne pourrais pas écrire sur un sabot, par exemple, parce que ce personnage me dégoûterait. Moi, j'ai besoin d'aimer pour écrire. J'ai besoin d'apprécier ce que je dis, j'ai besoin de croire, surtout y croire, parce que voilà, si vous aimez vraiment, je trouve que ça donne une dimension particulière au texte. Et surtout, quand on décrit des paysages, ce qui est important, c'est, si par exemple je vous dis le Mont Blanc, ben, vous allez taper sur Internet, vous allez avoir des images du Mont Blanc, 12 000, mais ça ne donne pas l'âme du Mont Blanc. Et je suis d'accord avec ça, c'est chaque personnage va lui donner une âme particulière. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, mes personnages, ils ont peu de vocabulaire. C'est des gens très simples. Et ils en ont un peu quand même. Mais ils vont avoir une description dans l'émotion, quoi. Toujours. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit, ce Mont Blanc? C'est vrai qu'il est quand même impressionnant. Mais pourquoi il est impressionnant? Parce qu'on a l'impression que, pour des gens qui n'y connaissent rien, on pourrait y monter dans l'après-midi. Il est tout près. Et du coup, alors il a une certaine proximité, quoi. Et voilà, c'est ça qui le rend aussi très attachant, je trouve, le Mont Blanc. Vous êtes certainement gavé du Mont Blanc, mais moi, je sais pas, Talange, quand même, vous avez de la chance, quoi. Je ne sais pas si vous savez, si vous savez assez. Oui, d'ailleurs, les peintres du 19e siècle ne s'y sont pas trompés et qui nous ont laissé des gravures vraiment impressionnantes. Et alors, il y a des paysages impressionnants dans les romans de Patricien qui, justement, s'accordent bien à la violence du propos, que ce soit les gorges du Monténégro, de l'Ardèche, du Verdon, etc. Et ce décor à la fois grandiose et inhospitalier, je veux dire, ça participe à l'intensité du propos. Oui, il y a des paysages qui sont forts naturellement, mais ce sont quand même les émotions qui beaucoup créent le paysage. Je disais dernièrement dans un roman de mer, le personnage principal était appelé par le secours ou par la SNSM à se déporter pour aller porter secours à un navigateur qui était en détresse. Il arrive auprès de ce navigateur qui décrivait, il avait coupé ses drisses, les ailes facéliées, il avait jeté une encre dérivable, et il avait l'impression d'être dans une tempête de force 8, 9, 10, alors que le navigateur qui est arrivé à côté de lui, il disait, mais écoutez, non, il y a un vent de force 4, vous devriez pouvoir vous en sortir tout seul. Donc l'idée que la représentation que l'on se fait d'un paysage, elle tient à la fois à nos connaissances, très probablement, mais également les émotions jouent un rôle évident. Les premiers Anglais qui ont visité les Alpes parlaient, si je ne me trompe, de sublimes horreurs. Donc il y avait comme ça un élément antagoniste. C'est l'émotion, les émotions qui forgent le paysage. Alors, quand on décrit des paysages, de fait, c'est l'émotion de nos protagonistes qui vont en dessiner, qui vont en faire les traits, quoi. Donc, alors effectivement, comme le disait Michel, dans tous mes romans, Terre Fauve, un roman qui se situe en Alaska, on trouvait là des paysages qui sont très forts. C'est l'isolement qui est très fort. La faune, la flore, encore qu'en Alaska, la flore, elle est pas très différente de ce que l'on trouve chez nous en altitude, hein, puisque l'altitude aidant, on retrouve, il y a parfois il y a souvent quelques similitudes dans ce que l'on peut y retrouver. Mais et puis après, quand on décrit un paysage blanc, par exemple, si ce sont les émotions qui parlent, quand vous êtes dans le brouillard sur un territoire glacé, pour l'Arctique, que je connais, voilà, on décrit le vent, ce que le vent fait à nos protagonistes, le bruit de la neige quand on marche. On est dans l'imaginaire, on est dans le ressenti, c'est l'émotion. Et pourtant, le paysage, il est extrêmement présent quand même. Le lecteur ne doute aucunement de l'endroit où le lecteur l'a emmené. Donc voilà, on est toujours dans enfin, un roman sans émotion. Probablement, c'est un roman vide. C'est ce que l'on cherche quand on ouvre un bouquin. C'est à découvrir.
quel que soit le style d'ailleurs, ça peut être une biographie. Les biographies sont des romans, sont des ouvrages, mais qui peuvent être des romans. En tout cas, ils se lisent comme des romans bien souvent. Moi, j'adore le roman, enfin le récit de voyage oh là, j'ai un trou de mémoire maintenant, jusqu'au moment où je voulais vous le donner, ça va me revenir. C'est un récit de voyage en Arctique, mais peut-être que François Garde va m'aider. Très très connu par un navigateur anglais. Bon, ça va me revenir, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, on a dans les récits de montagne, comme dans les récits de voyage, qu'ils soient polaires ou quelle que soit la destination, on a de toute façon des paysages souvent très forts, mais encore une fois, ce qui fait la trame, ça reste les émotions au fil des péripéties que l'on y découvre. Oui, on le retrouve très bien dans la biographie de Cook par Gérard Gagné, qui, pour bien montrer l'intensité dramatique de son expédition, décrit la force des éléments avec beaucoup de réalité. Et la question, c'était justement, pour bien montrer l'intensité dramatique de cette expédition, il faut en un point montrer que cette expédition se déroule dans des conditions climatiques difficiles, avec des paysages qui sont inconnus et qu'il faut découvrir au fur et à mesure des différentes étapes de cette expédition. Oui, alors c'est pas tant le pôle Nord, parce que le pôle Nord, je dirais qu'il y avait déjà toute une histoire. Quand les premiers explorateurs donc, ont tenté la conquête du pôle Nord, il y avait déjà quasiment un siècle d'exploration, et donc on n'était pas tellement dans l'inconnu. Moi, ce qui m'intéressait en fait dans la biographie de Cook, c'est sa première expédition en Antarctique, où là tout était neuf, parce que les cartes n'existaient pas, etc. On ignorait à cette époque-là l'effet du scorbut, on ignorait l'aspect justement, quels étaient l'impact de la nuit polaire. Pendant l'hiver, il y a à peu près 4 à 5 mois de nuit à peu près totale, et quel était l'impact de ça sur l'organisme. Et ça m'intéresse. Parce que là, on est vraiment dans la découverte, et notamment la fameuse expédition Belgica, où il y aura plusieurs victimes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'impact du paysage et des conditions physiques sur le mental. Et dans l'expédition Belgica, il y aura un matelot qui deviendra complètement fou, un Norvégien d'ailleurs. Donc ça m'a intéressé. Ce qu'il y a d'intéressant aussi au pôle Nord, au Groenland et au nord du Canada, les Inuits parlaient d'une maladie justement liée à l'hiver qui s'appelait le piblotko. Et le piblotko, c'est une espèce de folie qui survient, surtout chez les femmes d'ailleurs, bizarrement, et qui se manifeste par... les femmes sortent de l'igloo en pleine nuit d'hiver, se déshabillent, se roulent dans la neige et cherchent la mer. Alors jamais la trouver évidemment. Et alors, chez les femmes en général, on arrive à peu près à les récupérer. Chez les hommes, c'était moins fréquent. Par contre, les chiens aussi en étaient atteints, et là, c'était une maladie mortelle. Donc tu vois l'impact du paysage sur le mental. Cela nous touche tous, quel que soit le temps, eh bien, en fonction du temps, je veux dire, le comportement change, et ce que l'on ressent est différent. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités sur leur source d'inspiration, sur leur style, sur le rapport qu'ils peuvent avoir avec leur personnage? Bénédicte, tu disais tout à l'heure que tu avais une empathie pour tes personnages. Il faut aimer ces personnages pour faire un roman. Pour moi, oui. Oui, c'est pas possible autrement. Oui, il faut que je les aime, il faut que je croie en eux. Il faut que j'ai de l'espoir pour eux, il faut que je ne sois pas trop méchante. Des fois, ça m'arrive de leur faire un destin quand même un petit peu difficile, mais non, généralement, je suis quand même assez optimiste pour eux.
J'ai besoin de... J'ai vraiment besoin d'aimer. C'est un peu le fil rouge de mon œuvre quand même. Moi, c'est l'amour. Pas forcément l'amour charnel, hein. Ça peut être l'amour l'amour du travail, l'amour filial, et surtout comment il naît. J'avais trouvé des similitudes un peu avec monsieur, c'est que comment on fait pour se bricoler les sentiments, une famille, quand on n'a pas tout ce qu'il faut au départ. Et ça, c'est un thème aussi qui est très récurrent chez moi. J'ai vu dans ma carrière des gens vraiment très très abîmés, et pourtant ils avaient une force vitale, ils étaient pleins d'espoir. Et quand on leur donnait un peu la parole, ils vous exprimaient des choses de l'ordre des émotions, alors qu'on avait l'impression qu'ils n'en avaient pas, qui étaient très très fortes. Et voilà, je me rappelle d'un monsieur qui m'avait dit, il avait rencontré une compagne, et il m'avait dit, vous savez, nous on est fragiles, mais quand on est ensemble, tous les deux, ça fait quelque chose de solide. Et ça, c'est un de mes credos quand même. Oui, il faut de la bienveillance et de la confiance, et c'est ce qui se transparaît dans ce livre, Morvan. Chez Patrice Guin, compte tenu de la violence des atmosphères qui sont décrites, les personnages sont parfois antipathiques. Oui, il y a des personnages antipathiques. On en croise quand même pas mal dans mes romans. Tu le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir le prix pour un de mes romans, Le Sourire du Scorpion, le prix du Polar. Bon, j'écris des romans noirs, j'écris pas de thriller et j'écris pas de romans policiers non plus. Ce roman-ci est sorti pour la rentrée littéraire d'hiver chez Albin Michel. Il est sorti en littérature blanche, littérature générale. Le Sourire du Scorpion était également sorti en littérature générale et il a reçu un prix pour un festival qui est dédié au noir et au polar. Donc j'aime assez quand il n'y a pas de frontière entre les romans. Quand j'écris celui-ci, il n'y a pas de différence. Je n'essaie pas de rédiger un texte plus écrit, plus littéraire que les précédents. J'écris toujours de la même manière, avec les mêmes idées. Alors effectivement, dans mes romans, comme je disais, on croise d'ignobles salopards, ça c'est vrai, donc j'ai un peu de mal à les aimer, ceux-ci, mais par contre je prends un plaisir fou à les décrire, oui. Parce que c'est le pendant il faut toujours un pendant entre le bon et le mal, quoi. Ouais. Chez Cécile Rebose, c'est une découverte des autres dans ce petit village où l'héroïne apprivoise les gens du village avec beaucoup de gentillesse. Oui, avec beaucoup de gentillesse. Enfin, moi, j'aime bien écrire sur ce qui m'intrigue chez les gens. Et j'aime beaucoup chez l'humain. Voilà, je pars du principe qu'on a tous en nous un petit peu de ridicule. Hein. Alors, vraiment, moi, la première, qu'on a tous un peu de pathétique, de ridicule, de bancal. J'aime bien m'intéresser à ça. Il faut l'assumer. Enfin, ça fait partie de... Je ne crois pas aux façades trop lisses, trop heureuses, trop uniformes. Typiquement, je sais pas, ce couple-là, il y a quand même une bonne dose un truc qui part dans des sens contraires. Et mon héroïne, oui, elle apprivoise, mais alors avec une grande maladresse. C'est ce qui est peut-être rigolo dans le texte d'après les lecteurs, c'est qu'elle est hyper crispante, elle arrive et elle est nouvelle dans un village, donc elle prend à peine le temps de se faire connaître, qu'elle décide de protéger, d'attirer l'attention des gens qui ont toujours vécu là sur le paysage. Pas gênée, la fille, vous avez remarqué quand même, là c'est beau, faudrait le protéger, le truc qui marche très très bien quand on arrive dans un village. Et elle braque très vite contre elle une partie. Évidemment, ça peut évoluer, j'y mets de l'humour, j'y mets tout ce que je peux pour que les choses ne soient pas trop agressives. Mais j'aime bien gratter dans les personnages ce qu'ils peuvent avoir d'agaçance. Les questions qui se posent sont des petits mystères. On a des butées intimes, j'appelle ça des butées intimes, sur quoi les gens butent, avec quoi ils se bagarrent en eux-mêmes, ça m'intéresse. Ça n'empêche pas l'humour, l'affection, la sympathie, on est tous à se bagarrer avec nous-mêmes d'abord, et donc souvent par ricochet avec les autres.
Oui, le mystère des personnages, c'est ce que l'on retrouve dans les romans de François Garde, et notamment dans son dernier roman, La Dame aux Oiseaux, où il y avait des personnages contrastés qui sont finalement tous très attachants, mais avec des caractères différents. Oui, j'ai tendance, moi également, à aimer mes personnages. Et notamment, quand j'ai écrit, alors oui, la Dame aux Oiseaux avec deux personnages de femmes fortes. Quand j'ai écrit un roman historique autour de Murat, j'avais le sentiment d'être victime du syndrome de Stockholm, d'être prisonnier à l'intérieur de la tête de Murat et de voir tout à travers ses yeux. Et là, je suis sur un manuscrit où le héros, qui parle à la première personne, est vraiment un abominable salaud, high level, avec du sang sur les mains. C'est un type vraiment extrêmement peu fréquentable. C'est la première fois que je fais ça. Le sujet, comme les autres, s'est imposé à moi. Maintenant, j'ai commencé à écrire ça, etc. Et ça m'a bien plu. Parce que ce qui est intéressant de faire, évidemment, quand on parle à la première personne en tant qu'abominable salaud, c'est que même un abominable salaud ne peut pas être réduit à cela. Il a une histoire, il a des contradictions, il a une famille, il a des objectifs qu'il atteint ou pas, etc. Et donc, abominable salaud, certes, mais il faut le construire, le faire vivre, le faire respirer, le faire évoluer comme si c'était un type super sympa. Et donc, en fait, le jugement moral que le lecteur projette dès la 3e page, quand il a compris ce qu'il a à faire, n'a en fait aucun intérêt. Si le livre paraîtra dans 2 ou 3 ans a un intérêt, c'est de suivre cet abominable salaud dans l'évolution qu'il va faire dans le cours du roman. Donc, il n'est pas nécessaire d'aimer ces personnages, mais c'est quand même plus facile et probablement préférable. Ah ouais. Et oui, non, parce que le salaud qui verrait la lumière tomber sur lui à la fin et qui deviendrait moine bouddhiste, c'est sympa, mais ça marche pas, quoi. Oui, la rédemption, non, mais c'est un salaud qui est au-delà de la rédemption, quoi. Enfin, c'est continuer à vivre ou prendre une balle, quoi. C'est ça, sa rédemption. Il ne prendra pas voilà, le roman s'arrête, il est encore vivant, je ne peux pas dire plus, et il n'y aura pas de rédemption parce qu'il n'est pas rédemptable. Je sais que le mot n'existe pas, mais je ne résiste pas à la tentation de le créer. Le roman de Kim Zipan qui raconte ça aux États-Unis, qui est partagé. Kim Zipan Oui, il y a un roman de Kim Zipan qui raconte ça, Kim Zipan qui est édité chez Galvanister, qui raconte c'est un gardien de prison et qui sympathise et qui est irrésistiblement attiré par un abominable salaud tel que vous le décrivez. Et voilà, donc, effectivement, on peut rendre c'est un roman extrêmement fascinant à lire. D'abord parce que l'horreur, la méchanceté, du personnage, c'est un personnage qui découpe ses victimes, donc c'est quand même pas, c'est loin d'être un bon. Et tout le talent, c'est de donner de la matière, de donner quelque chose à voir derrière cette façade, et c'est ce que cherche à faire ce gardien de prison. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Oui, sur Cook, c'est intéressant parce que le sous-titre du livre, c'est « Héros ou escroc ». Et en fait, c'est intéressant parce qu'il a été à la fois un héros, il a fait les premières pages des journaux internationaux, il a été reçu par le roi de Danemark plusieurs fois d'ailleurs. Il a eu droit à une parade, un ticket parade dans les rues de New York. Et à la fois, il a été condamné pour 14 années de prison. Et moi, ça m'intéresse, ces personnages complexes, où il y a un mystère derrière. Et j'ai travaillé pendant 2 ans, et en fait, je pense avoir découvert un homme bon, mais avec des failles. Par contre, ce qui est intéressant... Ah oui, au bout de 2 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que je le décris par rapport à son adversaire, qui s'appelle donc Robert Edwin Perry, et qui lui est un véritable salopard. J'ai l'habitude de dire que c'est un héros pré-trumpien.
il est aussi terrible que son modèle, enfin un siècle avant. Donc il faut découvrir Robert Edwin Perry, qui est un véritable salaud, un peu comme, tu parlais du moine bouddhiste, un peu comme un moine bouddhiste, et on découvrirait que c'est un moine pédophile. En tout cas, il est évident que dans vos ouvrages respectifs, il y a quand même un besoin d'ailleurs, mais aussi une quête d'humanité. Que ce soit L'eau des rivières pour l'héroïne de Patrice Guin, que ce soit l'intégration au village pour l'héroïne de Cécile Rebose, que ce soit l'amitié très forte des personnages de Cécile, de Bénédicte, que ce soit chez François l'amour que peuvent se porter certains personnages entre eux. Et puis chez Gérard, il y a aussi cette volonté de trouver toujours de la patte humaine chez ces personnages, notamment chez Kou qui vient de me le dire. En tout cas, je voudrais, avant de conclure, donc vous demander un petit mot sur votre devenir, sur ce que vous êtes en train de préparer les uns et les autres. Alors j'ai terminé un roman, je le disais, qui traite de la déportation d'enfants ukrainiens sur le territoire russe. Donc on suit en l'occurrence 3 jeunes garçons déportés sur le territoire, déportés en Russie. Ce roman est terminé, il est chez mon éditeur et je suis en train de terminer mon prochain roman, qui est un roman un peu différent. Je raconte la vie de mon cousin qui était mon initiateur à l'ouverture sur la nature, sur le monde, pas sur la nature en l'occurrence, pas trop sur le monde, qui a eu une vie tragique. Et je raconte sa vie tragique, enfin je romance sa vie tragique et je lui fais plutôt la vie qu'il n'a pas eue. Voilà, mon défi c'était ça, c'était de lui inventer la vie qu'il aurait voulu avoir et qu'il n'a pas eue. Voilà, c'est le roman que je suis en train de terminer actuellement. Alors je termine également, c'est un vaste terme, terminé, je ne sais pas ce que je fais exact, c'est un truc entre la relecture et les questions métaphysiques sur la construction du texte. Je termine un manuscrit sur vraiment alors, toujours dans cette idée de regard, mais là je suis allée un peu plus loin. Pour faire simple, c'est dans une société qui ressemble à la nôtre, il advient une chose très négative, une espèce de phénomène très, très négatif, que très peu de personnes perçoivent négative, et la plupart des gens se disent que c'est pas grave. C'est sur la subjectivité du regard, la réaction à une chose qui advient. Voilà, vaste sujet, c'est un gros morceau pour moi, et je le patauge, mais c'est génial de patauger dans ce texte. Et puis on est tous confrontés à ce sujet, la subjectivité face à l'objectivité, c'est un vaste sujet. Alors moi je suis très ennuyée parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit sur le tard et je me suis dit j'en ferai 4 points. Et je l'ai répété depuis pas mal d'années là. Enfin, depuis 2019, j'écris que depuis 2019, donc j'ai dit j'en écrirai 4, c'est le 4e. Mais je crois que je vais faire la vieille star, je vais remonter sur la scène, parce qu'en fait je m'aperçois d'une chose, c'est que je ne peux pas vivre sans écrire maintenant. Donc, mais je pense que je vais changer de sujet. Je vais beaucoup je l'ai dit, des personnages pour moi très humanistes, mais je vais peut-être, j'ai une petite idée. Je ne la dévoilerai pas là parce que je suis fourbe et des fois je fais des choses différentes de ce que je m'avais dit. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est en gestation. Alors, oui, j'ai plusieurs projets un peu sérieux qui sont dans les limbes, mais j'aime bien aussi me payer des petites récréations. Et chez moi, les récréations, ça s'appelle Tirirou. C'est des livres jeunesse pour les 3-8 ans. Et donc, il y a eu Tirirou, champion de ski, Tirirou, secouriste, Tirirou, gardien de refuge. Et là, je finis Tirirou et le trésor du Malabar Princess. Tu nous donneras quelques pépites retrouvées sur les drames. Pour ma part, j'indiquais que je rentre de 15 jours au Groenland, de navigation au Groenland. Le livre doit paraître en mars 2027. Donc je suis rentré dans mon chalet le 14 juillet, je dois remettre mon manuscrit le 30 septembre à l'éditeur. Vous imaginez que l'été sera studieux.
Et je peux vous donner, parce qu'il est contractuel, le titre et le sous-titre du livre. Ça va s'appeler Le glacier de Monaco, parce qu'on se dit bien qu'il y a un glacier qui s'appelle le glacier de Monaco, et le rapprochement des deux termes est quand même assez drôle. Le glacier de Monaco, sous-titré Une navigation dans le Haut-Arctique. Voilà, une actualité de François Garde, c'est aussi demain matin à 10h30 une dictée sur les caprices de l'orthographe qui sera dans la petite salle du JEP. Donc venez nombreux tester vos capacités. Venez souffrir. Venez souffrir. Voilà, écoutez, je voudrais remercier infiniment nos amis. Donc, je rappelle le titre des ouvrages. François Garde, le dictionnaire insolite d'épaule, et son dernier roman, La Dame aux oiseaux, paru chez Grasset. Gérard Guerrier, donc l'énigmatique Dr Cook, aux éditions Polsen. Patrice Guin, Seules les rivières, un roman d'atmosphère aux éditions Albin Michel. Cécile Rébose, Face à la pente, un roman publié chez De Noël et qui a été récompensé par le prix Paysage écrit. Et puis Bénédicte Belpoix, que je remercie encore une fois d'avoir fait entrer Passy dans la grande. Qui publie Morvan, chez Gallimard dans la collection Blanche. En tout cas, il n'y a pas de subjectivité dans le talent de nos amis. C'est vraiment un talent que l'on peut considérer comme étant objectif. Hein. Vraiment, je vous recommande vraiment la lecture de leurs ouvrages et je les remercie vraiment chaleureusement de leur présence ici. Merci.